Iceberg Slim, Pimp, Mémoire d'un maquereau. Chapitre 2. Premier pas dans la jungle. La pente était glissante. J'avais commencé le grand plongeon vers le fond du gouffre. Je crois que ce qui décida véritablement de ma chute, ce fut ma rencontre avec un petit malfrat particulièrement sympathique et l'amitié qui en résulta. Mon copain malfrat s'appelait Party Time. À l'âge de 23 ans, il avait déjà fait 4 séjours en prison. Chaque fois, il avait été condamné pour vol avec violence ou pour s'être servi dans des tiroirs-caisses. On lui avait donné ce surnom parce que, dès qu'il avait de l'argent, il se précipitait vers le premier bar malfamé qu'il trouvait sur son chemin. Avec lui, c'était toujours party time, le moment de faire la fête. Il ouvrait la porte et s'écriait « Allez, bande de navetons, c'est le moment de faire la fête, vous avez du bol. Joe Evans fait escale avec suffisamment de blé pour abreuver un éléphant alcoolique. Allez les mecs, enlevez vos doigts du cul des femmes et venez vous offrir une bonne cuite à mes frais. » Les traits africains de son visage plat épousaient au plus près la forme d'un crâne qui aurait pu être celui d'un homme des cavernes. Il était petit, râblé et d'un noir éclatant. Il était laid à faire fuir le jour, mais, pour je ne sais quelle mystérieuse raison, il paraissait irrésistible aux yeux des blanches en quête de sensations fortes qui venaient rôder du côté noir de la ville pour courir, la langue pendante, après ce mythe immémorial. Les nègres font ça tellement bien qu'on en jouit jusqu'aux ongles des doigts de pied. Il y avait un clandé dont les chambres donnaient à l'arrière du bâtiment, directement sur une allée. C'est en m'attendant dans une de ces chambres, à travers un store déglingué, que j'aperçus Party Time pour la première fois. Les yeux me sortirent de la tête lorsque je vis le blanc de haute taille, genre viking, sa femme, minuscule mais d'une blancheur voluptueuse, et Party Time se déshabiller. Ils se retrouvèrent nus tous les trois. En voyant leurs lèvres remuer, je tournai mon oreille vers la fenêtre entr'ouverte pour essayer d'entendre ce qu'ils se disaient, tout en continuant à les regarder de biais. Le blanc soupesait de la main le membre de Party Time avec autant de délicatesse que si s'était agi d'un vase de l'époque Ming. « Chérie, regarde ça, dit-il à sa femme d'un ton surexcité. Regarde comme elle est grande, comme elle est belle. » À la lueur de la lampe rouge qui éclairait la pièce, la femme ressemblait à un portrait vivant échappé d'une toile de Léonard de Vinci. La passion animait ses yeux d'une couleur bleue flamboyante. Elle se mit à ronronner comme un chat persan et se laissa tomber sur le lit. Party Time la regardait, debout à côté du lit, tel un bourreau d'un noir d'ébène. Sa hache horizontale projetait une ombre cruelle sur les deux éminences neigeuses aux pointes roses. L'étoffe de mon pantalon était tendue à craquer, tandis que je me collais littéralement contre la fenêtre. Je n'avais jamais vu une chose pareille à Rockford. Le blanc s'assit au bord d'une chaise qu'il avait tirée au pied du lit. Lorsque j'entendis ce qu'il disait, je n'en crus pas mes oreilles. « Vas-y, mon garçon, haletait-il, le souffle rauque. Défonce-la. Fais-lui mal. Punis-la. Crucifie-la. C'est bien, mon garçon, très bien. Brave garçon. » À mes yeux de jeune homme naïf, la femme semblait si fragile, si désarmée, qu'une vague de pitié m'envahit en entendant les gémissements et les râles que lui arrachait le plaisir douloureux, infligé par le démon noir, qui s'enfonçait sauvagement entre ses jambes largement écartées, secouée de spasmes, prisonnière de ses épaules noires et puissantes, ruisselantes de sueur. Comme s'il tenait à bien se faire comprendre, Party Time d'une voix rauque répétait sans cesse « C'est bon, ma salope, c'est bon, ma belle salope ?» Le blanc offrait un spectacle étrange et comique. Tel un César dément, il courait autour de la reine en excitant de la voix son impitoyable gladiateur à la peau noire. Quand enfin le spectacle arriva à son terme et qu'ils se rhabillèrent, j'allai m'asseoir sur le porche de la maison voisine. Je voulais voir ces barjots de plus près. Lorsqu'ils s'avancèrent sur le trottoir, en tenue de ville, je fus déçu de constater qu'ils avaient l'air parfaitement normal. Ils ressemblaient à n'importe quel couple de blancs bien habillés, échangeant quelques mots avec un noir au grand sourire avant de prendre congé. Le couple de cinglés s'éloigna le long de la rue, et Party Time marcha dans ma direction. Il ne m'avait pas vu, assis sur le porche. La curiosité me démangeait, et je l'interpellai lorsqu'il passa devant moi. Il sursauta, son visage se durcit. « Salut vieux, ça va ?» lançai-je. « Elle est vraiment super cette fille blanche. T'aurais pas un clope pour moi ?» Il pêcha une cigarette dans la poche de sa chemise rouge et me l'attendit. « T'as raison, petit, dit-il. Elle est belle comme le ciel. Il y a deux choses que j'ai jamais vues dans ma vie, un joli bulldog et une blanche laide. » Il balançait des clichés, mais pour un jeune provincial comme moi, c'était le comble de l'humour. J'étais d'humeur à enrichir ma culture. Je lançai donc le moulin à Bobard pour qu'il reste un peu avec moi. J'allumai ma cigarette en ouvrant grand les yeux, comme si j'étais impressionné. « Merci pour le clope, man. Putain, on peut dire que t'es un super costard. J'aimerais bien pouvoir m'habiller comme toi. Ça jette un sacré jus. » Il mordit à l'hameçon comme un violeur dans un camp de nudistes aveugles. Il s'assit sur le porche à côté de moi et bomba le torse, prêt à me faire des confidences. Ses yeux lançaient des éclairs comme un flipper détraqué.
Il découvrit ses chaussettes rouge sang en remontant sur ses mollets le pantalon de son costume à carreaux verts. Puis il fit craquer ses jointures. L'énorme zircon qu'il portait au petit doigt de la main droite étincela à la lumière du réverbère. « Je m'appelle Party Time, dit-il. Si tu veux savoir à quoi ressemble un mec vraiment à la cool, t'as qu'à me regarder. Je suis le roi de la combine dans cette ville. Le fric m'adore. Il se précipite dans mes poches au triple galop. Cette blanche super gironde que t'as vue tout à l'heure. Figure-toi qu'elle m'a balancé 20 sacs pour que je la baise. Mais ça c'est rien du tout. Ça m'arrive sans arrêt. Si j'étais du genre feignant, je pourrais être le plus grand mac de tous les temps. Mais mon truc à moi c'est l'arnaque. Je suis une épée dans le genre. Je restais là à écouter ses boniments jusqu'à 2 heures du matin. Je le trouvais sympathique et j'avais besoin de me faire un copain. Il était orphelin et avait été libéré de prison 2 mois plus tôt, après avoir purgé une peine de 2 ans. C'était son 4e séjour en cabane. Il fourmillait d'idées pour monter des combines plutôt risquées qu'il avait envie de tenter. Il cherchait un associé et me parla de ses projets pour voir si j'étais de taille à me lancer avec lui. Je rentrais chez moi à 2h20. 1 minute plus tard, j'entendis ma mère qui tournait la clé dans la serrure. Elle avait assuré le service d'un grand dîner qu'avaient donné ses patrons blancs. J'eus tout juste le temps de me glisser dans mon lit tout habillé avant qu'elle vienne me voir. Lorsqu'elle se pencha pour m'embrasser, je fis semblant de ronfler comme un ivrogne atteint de sinusite. Jusqu'à l'aube, je restais éveillé en me demandant si j'avais envie, et si je serais capable de participer à une de ces combines que Party Time avait imaginées pour ramasser un paquet de fric. Lorsque le soleil se montra, prospère et éclatant, j'avais décidé de devenir le partenaire de Party Time dans sa version du Murphy, une escroquerie bien connue qui consiste à pigeonner des michetons blancs en quête de putes noires. Je ne savais pas que la façon dont il comptait s'y prendre était rudimentaire et périlleuse. Il s'agissait en fait d'une pâle imitation du Murphy habituel. Des années plus tard, je me rendis compte que le véritable Murphy, lorsqu'il était pratiqué par des experts, consistait simplement à embobiner le pigeon rapidement et en douceur, avec des risques limités. Partout où il y a des putes noires, on peut être sûr que les michetons blancs se précipitent en masse. Je revis Party à plusieurs reprises dans une salle de billard où j'allais après l'école. Il m'expliqua en détail le rôle que j'aurais à jouer, et au soir du vendredi suivant, nous mettions pour la première fois notre combine en pratique. Les patrons de maman faisaient une fête et elle était chargée du service, ce qui me permettait de rester dehors au moins jusqu'à 1 heure du matin. Vers 10 heures ce soir-là, dans une allée située au cœur du quartier chaud à l'angle de la 7e et de Vliet Street, Party déballa le paquet qu'il avait apporté. Je roulai les jambes de mon pantalon au-dessus de mes genoux osseux et me glissai dans la robe de coton rouge qu'il avait trouvée pour 25 cents à l'armée du salut. Je chaussai ensuite une vieille paire de chaussures en satin rouge à talons hauts, puis j'accrochai sur mon front un postiche de cheveux broussailleux maintenu par un vieux bonnet de paille bleue que j'inclinai un peu de côté, pour avoir l'air plus sexy. Les boucles irrégulières du postiche me tombaient ainsi sur les yeux comme une frange. Je me tins les jambes écartées et singeai une pose de tapineuse en contractant les muscles de mes cuisses et de mes fesses pour que la robe étroite les moule au plus près. Party m'examina de haut en bas. Je me demandais de quoi j'avais l'air en femme. Il acquiesça d'un air approbateur, enfonça la tête dans les épaules et s'éloigna vers le bout de l'allée pour aller chercher un gogo à piéger. J'obtins la réponse à ma question lorsqu'il eut atteint le trottoir de la rue. Il tourna la tête vers moi et lança « Écoute bien, petit, il ne faut pas que tu te mettes dans la lumière, ok ?» 5 minutes plus tard, il me fit signe que quelque chose se préparait. Je le vis alors baratiner un petit vieux à un blanc, et je me demandais si je dégageais suffisamment de volt, habillé en femme, pour être à la hauteur de mon rôle. Party me donna le signal du spectacle un instant avant que le blanc tourne le regard dans ma direction. J'agitai alors mes maigres fesses en me trémoussant et me déhanchant de mon mieux, et je l'invitai à me rejoindre d'un geste aguicheur. Cette garce noire et flanquée qu'il crut voir sembla allumer en lui un véritable incendie. D'un geste précipité, il sortit son portefeuille de sa poche arrière et tendit un billet à Party. Le gogo s'engouffra dans l'allée à un pas d'enfer pour un vieux crabe de son âge. Maintenant qu'il avait payé, il était chauffé au rouge et voulait au plus vite saisir sa chance d'embrocher cette salope de négresse qui l'attendait dans l'ombre. La chance il en eut, d'une certaine manière. La chance que son morlingue n'ait pas été rempli de gros billets verts. S'il avait été plein aux as, après que je me fus évaporé entre deux maisons, Party, au lieu de disparaître à son tour, l'aurait suivi dans l'obscurité et aurait employé la force pour tout lui voler. J'avais le cœur battant d'excitation, tandis que je courais le long des allées du quartier, en direction de notre prochain piège à pigeons. Je me postais quelques pâtés de maison plus loin. Party réapparut un instant plus tard, regarda dans l'allée où je me trouvais à présent, et joignit l'extrémité du pouce et de l'index pour former un O qui signait « Tout va bien ». Party parvint à embobiner plusieurs autres gogos, mais aucun d'entre eux n'avait suffisamment d'argent pour qu'il vaille la peine d'employer la manière forte. Nous travaillâmes jusqu'à 00h30, puis, contrairement à Cendrillon,
Je cachais mon déguisement miteux, empochais la moitié des 75 $ que nous avions ramassés, et me dépêchais de rentrer à la maison. Maman fut de retour une demi-heure après moi. Comme en toute chose, il existe plusieurs manières de pratiquer l'arnaque du Murphy. Les authentiques spécialistes du genre font preuve de beaucoup de subtilité pour soulager le pigeon de son argent. Les plus habiles préfèrent que ce soit le micheton lui-même qui les sollicite. L'escroc se trouve ainsi dans une position qui permet d'exiger du gogo qu'il se montre digne de la faveur qu'on veut bien lui faire et de lui prendre non seulement son argent, mais également ses autres objets de valeur. Lorsqu'un expert en Murphy est abordé par un micheton qui lui demande où il pourrait trouver une fille, l'homme répond quelque chose dans le genre alors là, on peut dire que vous tombez bien. Figurez-vous que je connais un endroit absolument fabuleux à 2 rues d'ici. Cher monsieur, je vous garantis que des filles aussi belles et aussi vicieuses, vous n'en trouverez nulle part ailleurs. Je vous en recommande une tout particulièrement, c'est la plus jolie, et croyez-moi, elle est plus habile à se servir d'un braquemar qu'un singe d'une banane. Elle connaît au moins une bonne centaine de positions. On dirait une poupée en caoutchouc. Bien entendu, le pigeon ne rêve plus que de se précipiter dans ce havre de félicité. Il insiste pour que l'arnaqueur ne se contente pas de lui donner l'adresse, mais l'accompagne lui-même sur place. L'autre va alors se faire tirer l'oreille, pour attiser le désir de sa victime. Ne le prenez pas mal, cher ami, dira-t-il, mais tante Kate, la dame qui tient cette maison, exige que ses clients soient issus de la meilleure société. Elle ne veut surtout pas de nègres ou de pauvres types. Elle n'accepte que des médecins, des avocats, des politiciens bien placés. Évidemment, vous êtes blanc et vous avez une bonne présentation. Mais je ne pense pas que vous apparteniez à cette catégorie sociale, à moins que je ne me trompe. Son orgueil piqué au vif, il n'y a plus qu'à ferrer le gogo. Il protestera en affirmant qu'il vaut bien n'importe lequel de ces types-là, et qu'il ne voit pas pourquoi il n'aurait pas le droit d'aller là où vont tous ces autres fils de pute. D'ailleurs, pour baiser une fille de grande classe, il serait prêt à donner 20 $ sans ciller. Rares sont ceux qui savent résister au charme de l'exclusivité sous les innombrables formes qu'elle peut prendre. À ce stade, l'escroc tergiverse encore un peu, pour assurer sa prise. Cher monsieur, dit-il, je vous crois bien volontiers et je suis convaincu que tout ce que vous me dites est parole d'évangile. En fait, je vous trouve très sympathique, mais il faut se mettre à ma place. Tenez, pour vous montrer que j'ai confiance en vous, je vais vous dire un secret. La vérité, c'est que je travaille depuis des années pour tante Kate. Je suis son représentant officiel, chargé de lui choisir des clients triés sur le volet. Tante Kate et moi, nous travaillons en circuit fermé. Cher monsieur, je suis sûr que vous saurez respecter les règles de la maison. Je vais donc vous emmener là-bas. Et vous verrez, vous allez découvrir quelque chose dont vous vous souviendrez toute votre vie. Tout en continuant de lui faire des descriptions enflammées de la beauté des filles et des extases sexuelles qui l'attendent, l'escroc conduit sa victime devant un charmant immeuble d'habitation. Dans le hall d'entrée, il l'amène d'une manière habile mais ferme à accepter de bon gré une règle très stricte, imposée par tante Kate. Tout impatient qu'il soit, il devra d'abord rassembler et mettre de côté tous ses objets de valeur avant de monter là-haut. Cette tante Kate est intraitable à ce sujet. Il ne faut jamais faire confiance à une prostituée et ne jamais la soumettre à la tentation. Il n'y a que les imbéciles qui font confiance aux putes, n'est-ce pas? Et notre gogo n'est pas un imbécile, n'est-ce pas? Très bien. L'escroc sort alors une solide enveloppe de papier craft et le pigeon confie tout son argent au représentant officiel de tante Kate. L'efficace et dévoué collaborateur range le tout dans l'enveloppe, dont il lèche soigneusement le rabat pour la sceller. Il la glisse ensuite dans sa poche, où elle sera à l'abri de la concupiscence des magnifiques poupées qui attendent l'heureux élu, au 2e étage, première porte à gauche, numéro 9, pour être précis. Bouillonnant de désir, le gogo monte l'escalier 4 à 4. Il lui plaît bien ce nègre qui a tenu à prendre soin de son argent. Il repense à ce qu'il lui a dit en lui tendant un jeton de métal doré. Tenez, cher ami, celui-là est sur mon compte. Il vous suffira de le donner à tante Kate. Tout se passera très bien, vous verrez. Si vous voulez, vous pourrez toujours m'offrir un verre quand vous redescendrez. Les deux éléments sur lesquels il faut jouer pour amener le gogo à se faire plumer sont, d'une part, son envie irrésistible de se soulager dans un corps de négresse et, d'autre part, sa totale incapacité à concevoir qu'un noir soit suffisamment intelligent pour inventer toute cette histoire et réussir à le berner. Après 3 week-ends de jolis succès au petit jeu du Murphy, Party et son appât efflanqué foncèrent tête baissée sur un gros ballon tout en muscles, qui ne faisait guère plus d'1,50 m de haut, mais pesait bien ses 130 kilos. C'était un samedi soir, vers 10 heures. Le quartier chaud grouillait de michetons blancs. On aurait dit que tous les blancs de la ville s'étaient précipités là, leur fric dans une main, leur bite dans l'autre, pour courir comme des dingues au cul des négresses, pourvu qu'elles aient les fesses bien noires et bien grasses. Party et moi, nous nous étions installés en bordure du quartier. Avec toute cette agitation dans le centre, nous ne pouvions pas courir le risque de jouer au chat et à la souris avec les flics de la brigade des mœurs qui sillonnaient le quartier. Je n'aurais pas été à la fête si je m'étais fait choper à jouer les putes.
Parti n'avait pas eu l'occasion d'employer la manière forte depuis la dernière fois qu'il était sorti de prison. Tout simplement parce qu'aucun des michetons qu'il avait plumés n'avait le portefeuille assez bien garni pour se donner cette peine. Nous pêchions sur un banc de sable. Les poissons affamés, eux, nageaient au milieu du cours d'eau. Posté dans une allée, je guettais avec impatience le signe que Parti devait me donner pour entrer en action. Vers 11h30, j'étais encore là, à poireauter, dansant d'une jambe sur l'autre, comme une grue désœuvrée dans une robe à 25 cents. 5 minutes plus tard, je vis le signal. Qu'est-ce que c'était? Un homme? Une machine? Non, on aurait dit plutôt un ballon tout rond, avec un gros paquet de fric et un attrait irrésistible pour le genre éthiopien. Il restait là à me contempler, fasciné par mes déhanchements frénétiques. Je sentis un frisson d'excitation me parcourir l'échine lorsque le gogo tout rond sortit son portefeuille. Parti se figea net en voyant son contenu. Tandis que le ballon roulait vers moi, je me rapprochais peu à peu de mon point d'évaporation. Je savais que Parti n'allait pas résister à l'envie d'employer la manière forte. J'étais sûr qu'il allait se pointer dans l'allée et crever le ballon. Je disparus et m'arrêtai un peu plus loin pour jeter un coup d'œil dans l'allée. J'entendais des grognements gutturaux. On aurait dit un cardiaque en train de baiser une nymphomane en essayant de se faire passer pour un tigre en rut. C'était le ballon qui grognait. Il avait immobilisé Parti dans une prise à lui broyer les os. Mon cœur se mit à avoir des ratés. Mes guiboles se transformèrent en coton hydrophile et je m'effondrais dans une boîte à ordures. Le ballon était également un amateur de poids et haltères. À présent, le malheureux Parti pendouillait lamentablement au-dessus de la tête du monstre qu'il jeta sur le sol de l'allée. L'impact produisit un bruit sourd, effroyable. Le ballon poussa alors un cri et sauta en l'air en retombant comme une tonne de béton sur son adversaire qui gémissait lamentablement, inerte comme une poupée de chiffon. Parti me faisait tellement pitié que je faillis vomir. En tout cas, je n'eus pas la force de m'extraire de la boîte à ordures pour me lancer dans la bagarre. Ce n'était pas un truc de dame. La bête ramassa Parti et le chargea sur son épaule. Le cou du malheureux semblait en caoutchouc. Je voyais sa tête ballottée contre le dos du ballon qui l'emportait en direction du trottoir. Je filais de là au plus vite et allais me réfugier sur le toit de mon immeuble. Je guettais les flics, persuadés qu'ils étaient déjà en route pour venir m'arrêter. Mais ils ne se montrèrent pas. Ce pauvre Parti avait eu l'abominable malchance de tenter la manière forte sur un lutteur professionnel qu'on surnommait la Montgolfière. À sa sortie de l'hôpital, Parti retourna en prison pour 1 an. Il faut lui reconnaître qu'il n'était pas du genre mouchard, et il ne livra jamais mon nom aux flics. En prenant de l'âge, il perdit un peu de son goût pour l'arnaque et fut saisi d'une envie folle de faire le mac. Ce n'était pas son genre, mais il essaya quand même, jusqu'au jour où il mit une raclée à la femme d'un trafiquant de drogue. On lui fit alors le coup de la seringue brûlante, une injection fatale d'héroïne. Parti avait essayé de se servir de ses muscles et de ses poings, mais le proxénétisme avait fini par le tuer. Le métier de mac, c'est comme l'horlogerie, très délicat. Et Parti avait essayé toute sa vie de fabriquer des montres en gardant ses gants de boxe. Son coup de malchance m'avait refroidi, et j'ai décidé de m'intéresser à ce qui se passait à l'école. C'était étonnant, mais à 15 ans, j'obtins mon diplôme de fin d'études secondaires avec une moyenne de 98,4. Une importante amicale d'anciens élèves de Tuskegee, un collège universitaire de l'Alabama réservé aux Noirs, insista alors auprès de ma mère pour qu'elle accepte de m'envoyer faire des études là-bas. Ils étaient prêts à prendre en charge tous mes frais de scolarité, et maman sauta sur l'occasion. Les anciens élèves firent des dettes pour pouvoir m'expédier dans leur école vénérée avec une garde-robe toute neuve. Ils ne savaient pas que le poison de la rue avait commencé à me ronger de l'intérieur. C'est comme si les malheureux avaient fait courir un cheval malade dans le derby du Kentucky, en étant sûrs de sa victoire. Mes frères de sang ne pouvaient pas savoir qu'ils avaient misé leur cœur et leur argent sur un perdant né. Il y avait gros à gagner, la réussite de ma vie même, le salut de ma mère et de sa terrible culpabilité, la confiance et la foi de ses anciens élèves au grand cœur. Mais mon esprit, aveuglé par mes expériences de la rue, avait perdu toute clairvoyance. J'étais comme un micheton dépravé, à qui une pute douteuse aurait brouillé la vue en lui refilant une blénorragie des yeux. Sur le campus de l'université, j'étais comme un renard dans un poulailler. Au bout de 3 mois, j'avais déjà fendu le pucelage d'une demi-douzaine d'étudiantes bien balancées. Je parvins tant bien que mal à aller jusqu'au bout de la première année, mais ma réputation empirait de jour en jour. Sur le campus, il y avait pas mal de logdus qui se montraient de plus en plus jaloux, et je compris qu'il devenait trop dangereux d'empaler les étudiantes. Aussi, dès la 2e année, je commençai à explorer les bars des collines alentours. Avec mes manières et mes vêtements de citadin du Nord, j'étais comme un prince charmant grand format aux yeux des campagnardes à l'odeur forte et au cul en feu. Une beauté aux fesses rondes et aux pieds nus, elle avait une quinzaine d'années, tomba dingue de moi. Un soir où j'avais rendez-vous avec elle dans notre fourré favori, je lui posai un lapin pour aller retrouver dans un autre fourré une fille qui avait le cul plus gros, plus rond et plus enflammé qu'elle.
Le téléphone noir fit son office, et elle fut très vite au courant de ma trahison. Le lendemain, en plein midi, je la vis rappliquer sur le campus. Je venais de sortir de la cafétéria et je marchais dans l'allée principale. Dans cette rue grouillante de profs et d'étudiants, elle était aussi voyante qu'un pape dans un bordel. Sa robe en forme de sac à pommes de terre était repoussante, salie par le long voyage qu'elle avait fait des collines jusqu'ici. Ses pieds nus et ses jambes étaient couvertes de boue rougeâtre et d'une épaisse couche de poussière. Elle me vit une fraction de seconde après que je l'eus moi-même aperçue. Elle poussa alors un cri de guerrier apache, et avant que j'aie eu le temps d'activer mes guiboles, elle était déjà sur moi, les yeux brillants d'une fureur démente. Je vis des perles de sueur accrochées au poil frisé de son aisselle lorsqu'elle leva le bras, en brandissant comme un poignard une bouteille de coca cassée, dont les pointes étincelaient au soleil. Les profs et les étudiants poussèrent des hurlements de terreur en détalant comme des moutons devant une panthère. Je ne me souviens plus qui était champion de course à pied cette année-là, mais lorsque je pris moi aussi mes jambes à mon cou, je suis sûr d'avoir été pendant quelques secondes l'homme le plus rapide du monde. Quand je me retournai enfin, j'aperçus à travers un nuage de poussière la fille en furie qui n'était plus qu'un point minuscule à bonne distance derrière moi. La faute que j'avais commise était grave, et me valut d'être convoqué par le président du collège. Assis derrière un bureau d'acajou resplendissant, il me laissa debout devant lui. Il se racla la tuyauterie et me regarda avec autant de mépris que si je m'étais branlé devant les étudiants au complet. Il levait la tête bien haut, le nez vers le plafond, comme si j'avais été un bout de merde sur sa lèvre supérieure. D'une voix insidieuse, avec un accent traînant du sud, il déclara: Mon garçon, votre conduite est une véritable honte pour notre respectable institution. Ce qui s'est passé est extrêmement choquant, je ne vous le cache pas. Votre mère a été informée de votre conduite inadmissible. Le conseil d'administration du collège envisage votre renvoi. Pour l'instant, aucune décision n'a été prise, mais en attendant, je vous conseille vivement de vous tenir à carreau, mon garçon. Vous n'avez pas à quitter le campus, pour quelque raison que ce soit. Je n'aurais pas dû m'inquiéter au sujet du renvoi. Cette amicale d'anciens élèves était influente. On me donna une deuxième chance, et je pus rester jusqu'au milieu de l'année où, cette fois, je me fis coincer pour de bon. Je dus porter le chapeau à la place d'un copain dans une affaire de trafic d'alcool. On finit toujours par boucler la boucle, comme disent les vieux truands. Parti aussi avait porté le chapeau, sans me balancer. Tout ce qui permettait de s'enivrer était très recherché sur le campus. Un demi-litre de torboyau rapportait entre 7,5 et 10 $ selon l'offre. Le type avec qui je partageais ma chambre avait de l'argent à investir et un état d'esprit à la Fagin, le chef des pickpockets dans Oliver Twist. Sa famille dirigeait un racket de loterie clandestine à New York et il en avait hérité le goût de la magouille. Nous avions conclu un marché. Il apportait les fonds nécessaires et moi je me chargeais d'acheter et de revendre la marchandise. C'était un fin renard et il me fit promettre de garder le secret sur son rôle dans cette affaire quoi qu'il arrive. Il me donna l'argent et je partis en douce dans les collines à la recherche d'un distillateur clandestin qui pourrait me fournir l'alcool. Inutile de dire que je fis mon possible pour éviter tout contact avec la fille qui m'avait fait battre le record de course à pied. Je parvins à organiser mon trafic en revendant l'agneau sur le campus avec un bénéfice de 400%. Tout allait à merveille. La marchandise avait un succès fou. Quand je reviendrais chez moi pour les vacances d'été, j'étais sûr d'avoir suffisamment de fric pour rendre tout le monde vert de jalousie. Je recrutai une étudiante avec qui j'avais déjà couché et lui confiai la distribution de l'alcool dans le bâtiment des filles. Ce fut le début de la fin. Dans son secteur, il y avait deux gouines qui se disputaient férocement les faveurs d'une jeune poupée bien balancée, couleur café, qui venait d'une petite ville de l'Oklahoma. La fille était une parfaite idiote, elle n'avait pas la moindre idée de ce que pouvait être une lesbienne, et donc elle ne se doutait pas le moins du monde qu'elle était la cible des deux autres. Finalement, la plus rusée des deux gouines parvint à briser les défenses de la fille et à l'amener à ses fins. Elle devait absolument garder le secret sur leur idylle, car l'autre gouine était brutale et bâtie comme un joueur de football. Cette dernière donnait de l'argent à la poupée de l'Oklahoma dans l'espoir d'arriver à la convaincre de baisser sa culotte. Mais les deux autres étaient de mèche et s'arrangeaient pour lui faire cracher un maximum de fric. Un soir, la poupée et son initiatrice, qui s'étaient saoulées à mort grâce à ma marchandise, décidèrent de jouer les bretzels en s'enlaçant dans un 69 torride, sans s'apercevoir que leur hurlement passionné parvenait aux oreilles de la gouine au gros biceps. Le combat sanglant qui s'ensuivit, avec ses détails croustillants, alimenta les potins de la région jusqu'aux frontières de l'État. Sous la pression des enquêteurs, mon agent dans le bâtiment des filles s'effondra. Elle me dénonça et, une semaine plus tard, j'étais dans le train qui allait me ramener définitivement dans la rue. Mais je n'avais pas balancé mon copain de chambre. J'avais respecté la loi du silence. Maman changea de travail une semaine après mon retour. Elle entra au service d'une riche blanche qui vivait en recluse pour s'occuper d'elle et lui faire la cuisine. À présent, je m'étais vraiment collé le nez sur les fesses du diable.
Ma mère habitait chez sa patronne. Je ne la voyais qu'une fois par semaine, le dimanche, quand elle venait pour la journée. C'était le seul moment où j'allais à l'hôtel. Le reste du temps, j'avais trouvé une deuxième maison fascinante. Un tripot tenu par un ex-mac et ex-meurtrier sur le déclin, du nom de Diamond Tooth Jimmy. Jimmy Dent Diamant. La pierre de 2 carats sertie dans une incisive gâtée était le seul souvenir vulgaire de la vie d'infamie qu'il avait menée dans les années 20, lorsqu'il était un truand de haut vol. Il se vantait inlassablement d'être le seul proxénète noir du monde à avoir été mac à Paris avec des filles françaises. Plus tard, lorsque j'eus fait la connaissance du maître qui allait tout m'apprendre, je devais découvrir que Jimmy n'était qu'un simple farceur, un amateur même pas digne de tenir le vestiaire du grand chef. Chaque soir, après avoir plumé les pigeons et payé les comparses chargés de les inciter à jouer, Jimmy fermait la porte de son établissement puis, comme dans un rituel, il allumait un joint très fin, entouré d'un papier brun. Tout en bavardant, il me le passait et m'engueulait gentiment lorsque je n'aspirais pas la fumée assez profondément en la gardant, comme il disait, tout au fond de mon ventre. Il se montrait intarissable sur son glorieux passé de proxénète, puis, à l'aube, il partait rejoindre la gouine de 19 ans qu'il couvrait de bijoux et de fourrures. Il se conduisait comme un vrai micheton. Moi, j'allais me coucher dans une minuscule alcôve à l'arrière du tripot, et je faisais des rêves fantastiques. Des putes splendides s'agenouillaient devant moi en me suppliant avec des sanglots dans la voix de bien vouloir prendre leur argent. Depuis plusieurs semaines, je baisais une fille très sexy dont le père, un musicien connu, avait un orchestre. Elle avait 15 ans. Elle s'appelait June et m'aimait à la folie. Elle avait l'habitude d'attendre dans la rue que Jimmy soit parti, puis elle venait me rejoindre sur mon lit de camp militaire et restait avec moi jusqu'à 7 heures du soir. Elle savait que je devais faire le ménage pour que le tripot puisse ouvrir vers 8 heures. Un jour, vers midi, je lui posai une question. Est-ce que tu m'aimes suffisamment pour faire n'importe quoi pour moi? Oui, répondit-elle. Même te taper un micheton? N'importe quoi, je te dis. Je m'habillai, descendis dans la rue, et vis alors un vieil habitué des salles de jeu. Je savais qu'il aimait bien les putes, et je lui parlais de ce qu'il attendait là-haut. Il me donna sans hésiter les 5 $ que je lui demandais, et je le conduisis en haut de l'escalier en le laissant seul avec la fille. En 5 minutes, elle en avait fini avec lui. Mon cerveau de 17 ans fut pris de vertige devant les perspectives qui s'ouvraient. On était encore à l'époque de la Grande Dépression. Avec cette fille, je pouvais devenir riche et m'acheter une grosse Packard blanche. Mais le client suivant se révéla être un très mauvais choix. C'était un ami du musicien, le père de June. Lorsqu'il fut monté là-haut et qu'il l'a reconnu, il s'empressa d'appeler le père à Pittsburgh. Le père téléphona à la police locale et ma carrière de Mac fut étouffée dans l'œuf. Quand les flics arrivèrent, j'étais toujours dans la rue, occupé à chercher d'autres michetons pour payer le premier versement de ma grosse Packard blanche. Toutes les histoires que m'avait racontées Diamond Tooth avaient fini par me tourner la tête. Ma mère, bien sûr, fut effarée. Elle était convaincue que j'avais été victime d'une machination. C'était cette June, cette fille malfaisante, qui avait détourné son cher petit Bobby du droit chemin. À la prison du comté, 2 jours avant mon procès, on vint me chercher pour rencontrer mon avocat au parloir. Un petit noir à tête d'écureuil était assis dans la cage, derrière un bureau en chêne, et me souriait. Quand je m'assis en face de lui, mon sang se glaça et mes mains devinrent moites. Les dents en or étincelantes qui remplissaient sa bouche semblaient clignoter comme un signal d'alarme pour annoncer mon malheur. Nom de Dieu, pensai-je, un bavard noir du sud profond. Maman ne savait donc pas que la plupart de ces types-là se liquéfiaient littéralement lorsqu'ils plaidaient une affaire criminelle. Le rongeur essuya son front bleu-noir avec un mouchoir humide. Alors, Bobby, dit-il, on dirait que tu as des petits ennuis, hein? Je suis maître Williams, avocat, un vieil ami de ta famille. J'ai connu ta mère quand elle était encore petite fille. Mes yeux lancèrent à ce connard repoussant des éclairs meurtriers en recommandé, avec accusé de réception. C'est pas des petits ennuis, répliquai-je. Si on m'applique le maximum, je me retrouve en tôle pour 5 ans. Il tripota sa cravate à 1 $ et souleva ses épaules maigrichonnes dans son veston bon marché. Allons, dit-il, ne soyons pas pessimistes. C'est la première fois que tu commets un délit, et je suis sûr que ce sera considéré comme une circonstance atténuante. Crois-moi, j'insisterai pour obtenir l'indulgence du tribunal. Et maintenant, dis-moi toute la vérité sur ce qui s'est passé. La colère me quitta, ainsi d'ailleurs que tout autre sentiment. Je me sentais perdu, démoli. Cet avocat bidon allait me conduire à l'abattoir. Pour moi, il n'y avait plus aucun doute. J'étais déjà jugé et condamné à la prison. La seule chose que j'ignorais encore, c'était pour combien de temps. Sans même entendre ma propre voix, je lui racontais les détails de l'histoire et d'un pas aveugle, je retournai dans ma cellule. Le jour de mon procès, le connard tremblait comme une feuille. En plaidant coupable devant le tribunal, il avait un tel trac que le costume minable qu'il portait déjà lors de notre première rencontre était trempé de sueur. Le visage inflexible du juge blanc, sa voix sèche, sa tête de rapace l'impressionnèrent au point qu'il en oublia de demander l'indulgence du tribunal.
L'horrible terreur que les Blancs lui avaient inculquée là-bas dans le sud était toujours douloureusement vivante en lui. Il restait là, paralysé, attendant que le juge prononce sa sentence. Je levai alors le regard vers les yeux bleus glacés et déclarai : « Votre honneur, je regrette infiniment ce que j'ai fait. C'est la première fois que je commets un délit. Si votre honneur veut bien me donner une deuxième chance, je jure devant Dieu que je ne ferai plus jamais rien qui puisse m'amener devant la justice. S'il vous plaît, votre honneur, ne m'envoyez pas en prison. » La glace sembla s'épaissir dans ses yeux. « Vous êtes un garçon vicieux, dit-il d'une voix monocorde. Le crime que vous avez commis contre cette jeune fille et contre les lois de cet État est inexcusable. La nature même de ce crime ne peut en aucun cas justifier le sursis. Pour votre propre bien et celui de la société, je vous condamne à la maison de correction pour une durée qui ne pourra être inférieure à 1 an, ni supérieure à 18 mois. J'espère que vous comprendrez la leçon. » D'un geste, je me dégageai de la main droite que le bavard avait posée sur mon épaule. J'évitai le regard de maman, les yeux rougis par les larmes, qui sanglotait en silence au fond de la salle, et tendis les mains pour qu'on me passe autour des poignets le fer glacé des menottes. Le père de June était une grosse légume qui avait beaucoup d'influence dans les milieux de la justice. Il avait manipulé les choses dans les coulisses pour s'assurer que je serais envoyé en prison. J'avais été condamné pour relation sexuelle avec violence. L'accusation de proxénétisme n'avait pas été retenue, car le proxénétisme ne peut se pratiquer qu'avec des prostituées, et le père de June ne voulait pas qu'on puisse soupçonner sa fille d'en être une. J'avais sans nul doute fait de mon mieux pour qu'apparaissent les premières mèches blanches dans les cheveux de ma mère. Steve aurait certainement été fier de moi. Ma condamnation à la maison de correction de Green Bay, dans le Wisconsin, faillit rendre maman folle de désespoir. À la prison du comté où j'étais enfermé pour l'instant, il y avait des récidivistes qui connaissaient déjà la maison de correction en question. En attendant qu'un fourgon cellulaire vienne nous chercher pour nous amener dans le nord, ils avaient raconté à ceux qui venaient d'être condamnés pour la première fois d'horribles histoires sur ce qui se passait là-bas. Mais j'étais trop hébété pour y faire attention. Comme un idiot, j'avais même cru que l'histoire du muet n'était qu'un conte de fées. Pendant mes 2 semaines d'attente à la prison du comté, maman m'écrivit tous les jours et vint me voir 2 fois. Elle était écrasée par le chagrin et la culpabilité. À Rockford, elle était allée consciencieusement à l'église tous les dimanches et avait mené une vie de bonne chrétienne jusqu'à ce que Steve entre en scène. Mais maintenant, lorsque je lisais ces lettres délirantes qui me menaçaient du soufre et du feu si je n'accueillais pas Jésus en mon cœur et si je ne respectais ni le Saint-Esprit ni l'enfer, je comprenais que pour ma pauvre mère, le fanatisme religieux était devenu le seul moyen de ne pas sombrer dans la folie. La mort de Henri et le sort qui me frappait avaient dû peser sur elle d'un poids terrible. Le fourgon arriva un jour d'orage. Tandis que nous y montions, enchaînés les uns aux autres, j'aperçus maman. Debout sous les trompes d'eau glaciale, elle agitait la main en signe d'au revoir. En la voyant si triste et si seule sous la pluie battante, je sentis ma gorge se nouer. Des larmes douloureuses me montèrent aux yeux, prêtes à jaillir de mes paupières, mais je fus incapable de pleurer. Ma mère ne m'a jamais dit comment elle avait fait pour savoir à quel moment le fourgon viendrait nous chercher. Je me demande toujours comment elle s'y est prise, et quelles furent ses pensées pendant qu'elle restait là, sous l'orage, à me regarder partir. L'administration appelait ça une maison de correction, mais croyez-moi, c'était une véritable prison. Mon ventre se serra lorsque le fourgon s'arrêta sur la route qui menait au bâtiment. Pendant tout le voyage, la vingtaine de prisonniers s'étaient livrés à toutes sortes de plaisanteries grasses et de farces douteuses. Seul l'un d'eux était resté silencieux, l'air tendu d'un bout à l'autre du trajet. C'était le gros type assis à côté de moi. Mais lorsque les hautes murailles d'un gris d'ardoise dressèrent devant nous leurs silhouettes sinistres, on aurait dit qu'un géant nous avait coupé le souffle d'un coup de poing en pleine poitrine. Même les récidivistes, qui avaient déjà fait un séjour derrière ces murs, s'étaient soudain réfugiés dans le silence, le visage fermé. Je commençais alors à croire les histoires qu'ils avaient racontées quand nous étions dans la prison du comté. Le fourgon traversa 3 portails surveillés par des matons au visage de pierre, armés de fusils à gros calibre pointés sur nous. Les 3 corps de bâtiment d'un gris funéraire qui renfermait les cellules s'élevaient comme des figures d'enterrement sous le ciel morne et sans soleil. Pour la première fois de ma vie, je ressentis une terreur brute et écrasante. Le gros noir assis à côté de moi était un ancien camarade de lycée. À l'époque, il avait été un membre dévoué de la Holiness Church, une communauté religieuse. Je n'avais pas beaucoup sympathisé avec lui en ce temps-là, car à part la Bible et son église, il ne s'intéressait pas à grand-chose. Il ne fumait pas, ne jurait pas, ne courait pas les filles, ne jouait pas. On ne pouvait pas trouver plus sérieux. Il s'appelait Oscar. Apparemment, il était toujours aussi sérieux. Les yeux clos, il murmurait une prière dont je percevais quelques bribes. Sa litanie fut brusquement interrompue par le grincement des freins du fourgon, qui s'arrêta devant l'entrée de la prison pour les formalités d'écrou et le passage à la douche. Tout le monde descendit. On nous fit mettre en rang pour nous enlever les menottes.
2 matons se postèrent à chaque extrémité du rang et nous débarrassèrent de nos bracelets. À mesure qu'ils avançaient le long de la rangée, les matons faisaient taire les faibles murmures qu'échangeaient les prisonniers. Fermez-la, lançaient-ils. Silence, interdiction de parler. Devant moi, Oscar tremblait de tous ses membres, tandis que nous entrions en file indienne dans une grande salle haute de plafond et violemment éclairée. Un comptoir de pain brut d'une vingtaine de mètres s'étirait sur un carrelage vert et gris, qui paraissait suffisamment propre pour qu'on puisse manger par terre. C'était comme l'extérieur d'une pomme à la peau brillante et immaculée. L'intérieur, en revanche, allait se révéler complètement pourri et nauséabond. Derrière le comptoir, des détenus blancs au teint d'amidon nous mesuraient du regard lorsque nous passions devant eux et nous tendaient des uniformes défraîchis qui comportaient de quoi s'habiller de pied en cap, depuis la casquette jusqu'au godillot. Chargés de nos paquets de chiffons, on nous rassembla dans une vaste pièce. Un grand maton silencieux, impeccable dans son uniforme bleu marine à boutons de cuivre et galons dorés, brandissait une canne de plomb qu'il fit siffler dans les airs à plusieurs reprises, telle une épée parlante, pour nous ordonner de poser nos paquets sur un long banc et de nous déshabiller afin de nous faire rapidement examiner par le toubib de la prison, assis derrière un bureau de métal bosselé, au fond de la pièce. Après l'examen du toubib, on nous envoya à la douche. Ensuite, le maton au galon doré, avec de grands moulinets de sa canne parlante, nous ordonna de franchir la porte et de tourner à gauche, puis de continuer tout droit. 2 autres matons nous accompagnèrent jusqu'à un bâtiment bas au mur de grès, situé 200 mètres plus loin. Ce type avec la canne parlante, c'était lui le muet? Ce qui se passa ensuite, je l'entendis avant de le voir. Un raclement aussi bruyant qu'un tonnerre résonna soudain, mêlé à une sorte de rugissement. Je n'avais encore jamais rien entendu de semblable. Alors, mystérieusement, émergèrent de l'obscurité d'innombrables visages, jeunes et graves, qui semblaient comme ballottés à la surface d'une mer grise. 30 mètres plus loin, le mystère s'éclaircit. Des centaines de prisonniers vêtus de gris avançaient du même pas, sortant des réfectoires pour rejoindre leurs cellules. Cette marche muette et cadencée dans la pénombre offrait un étrange et inquiétant spectacle, comme le défilé tragique d'une troupe de robots en uniforme. Le bruit de tonnerre était provoqué par le raclement et le martèlement des lourds godillots qu'ils portaient aux pieds. Nous atteignîmes le petit bâtiment. Nous devions y rester 10 jours, dans des cellules de quarantaine. Tous les nouveaux prisonniers passaient un certain temps ici pour subir un examen médical complet et des tests d'aptitude avant de rejoindre la population des autres détenus. J'eus l'occasion de goûter à la pourriture de la pomme lorsque des prisonniers en uniforme blanc et chapeau pointu vinrent nous servir notre dîner à travers un guichet aménagé dans la porte grillagée de nos cellules. C'était une soupe d'orge accompagnée d'un morceau de pain noir qui aurait fourni un excellent shrapnel pour des grenades offensives. J'étais nouveau, je faisais mon apprentissage et, au lieu de tout avaler sans me poser de questions, j'examinais de près les étranges petites choses avec une tache noire à leur extrémité. Je me mis alors à vomir jusqu'à en avoir des crampes d'estomac. L'orge de la soupe était truffée de vers. L'extinction des feux avait lieu à 9 heures. À chaque heure, un maton venait vérifier les cellules. Il pointait l'œil aveuglant d'une torche à l'intérieur et regardait attentivement si tout allait bien. Je me demandais si c'était un crime majeur dans cette tôle de se faire surprendre en pleine histoire d'amour avec la veuve Poignée. Je tendis l'oreille en entendant le chuchotement d'un récidiviste qui mettait à nouveau au parfum du fonctionnement de la maison. Je savais qu'Oscar écoutait aussi. Je ne l'entendais plus prier dans la cellule voisine. Le nouveau, un blanc, disait « Hé, Rocky, qu'est-ce que c'est que ce maton qu'il y avait à la douche, là? Pourquoi il parle jamais, ce branleur? À quoi ça rime ces conneries avec sa canne ?» Ce salopard est complètement dingue, répondit le récidiviste. Il s'est pété la boîte à grelots il y a 10 ans. Ça fait 20 ans qu'il est chef maton dans la tôle. Et tu sais comment il s'est bousillé la voix, ce connard? Le maton revint faire sa ronde avec la lampe torche. Le récidiviste se tut. Lorsque le maton fut reparti, il poursuivit. Avant qu'il devienne muet, les taulards l'appelaient corne de brume, cette enflure. Il disait que quand il se mettait à hurler, on l'entendait d'un bout à l'autre de la tôle. C'est le maton le plus vicelard qu'on ait jamais vu ici. En 20 ans, il a buté 2 taulards blancs et 4 noirs avec sa canne. Il peut pas blairer les nègres. À présent, Oscar priait comme un fou. Il avait entendu ce que le récidiviste venait de dire au sujet des 4 noirs. Le nouveau, lui, tenait à élucider un mystère. Rien qu'à le voir, dit-il, on comprend que c'est qu'une peau de vache, mais dis, Rocky, c'est quoi qui lui a pété la voix? D'après ce qu'on raconte, répondit le récidiviste, il était encore pire avec sa femme et sa môme qu'avec les taulards. Sa bonne femme en a eu marre de se faire traiter comme ça, alors elle a flingué la môme, et elle s'est tiré une balle dans le plafond. La gosse avait 2 ans. La bonne femme a laissé un mot en disant « Je peux plus supporter de t'entendre gueuler, salut ». Le psy qui travaillait ici à l'époque
a dit que c'était la mort de sa gonzesse qui lui avait fermé le clapet à ce connard. Allongé sur ma couchette, je réfléchissais à ce que le type venait de dire. Je pensais à Oscar en me demandant s'il arriverait à faire sa peine jusqu'au bout ou s'il repartirait chez lui dans une boîte en sapin, ou pire encore, s'il finirait chez les dingues. Oscar avait été condamné à 1 an par le même juge qui m'avait envoyé en cabane. Ce pauvre cave d'Oscar avait commencé à sortir avec une Irlandaise de 17 ans qui était infirme. Un jour qu'ils étaient assis au balcon d'un cinéma, ils avaient profité de la pénombre pour se ploter, et un ami des parents de la fille les avait vus. Il s'était dépêché de tout raconter à sa mère, qui avait aussitôt prévenu la famille de la petite amie d'Oscar. C'étaient des Irlandais au caractère impossible et bourrés de préjugés. Ils cuisinèrent leur fille qui finit par avouer que ce noir d'Oscar avait bel et bien franchi la vallée interdite. Bien entendu, ils portèrent plainte pour viol, et c'est comme ça qu'Oscar s'était retrouvé dans la cellule voisine de la mienne. Je m'envoyais une bonne claque sur la cuisse, à l'endroit où je venais de sentir une piqûre. Je rabattis le drap. Nom de Dieu, j'avais horreur de ces bestioles. C'était une punaise que j'avais écrasée, mais il ne s'agissait que d'un éclaireur. Quand la lampe torche du maton m'arracha au sommeil 1 heure plus tard, j'en vis toute une armée qui défilait sur les murs. Je restais les yeux grands ouverts jusqu'au lendemain. Le cœur de la pomme à la peau bien brillante était vraiment répugnant. Le 10e jour, après avoir passé tous les tests, les nouveaux sortirent de quarantaine et défilèrent dans le bureau du directeur. Mon tour vint. Je me levai du banc dans le hall qui se trouvait à l'extérieur de son bureau et entrai. Quand je fus devant lui, mes genoux se livrèrent à un match de boxe. C'était une sorte d'énorme taureau, à la crinière argentée, aux traits vulgaires, avec 2 minuscules braises noires et brillantes, profondément enfoncées dans ses orbites. « Alors, Sambo, lança-t-il, tu t'es mis dans de sales draps, on dirait. Bon, écoute-moi bien. C'est pas nous qui sommes allés te chercher, c'est toi qui es venu tout seul. Nous, on est là pour punir les petits merdeux dans ton genre qui se croient plus malins que les autres. Alors si tu fais des conneries, il peut se passer 2 choses, tout aussi terribles l'une que l'autre. D'abord, on a un mitard pour enterrer les durs à cuire. C'est une cellule nue et sans lumière à 6 mètres sous terre. Là-bas, on te sert 2 tranches de pain et un demi-litre d'eau 2 fois par jour. Mais si tu préfères, on peut aussi te faire sortir par la grande porte dans une boîte en sapin. Alors, prends ce petit bouquin et étudie-le bien. C'est le règlement. Et maintenant, vire ton cul de nègre dessous mon nez. La seule chose que je lui répondis avant de quitter le bureau, ce fut « Oui, monsieur, bien patron ». Et je lui adressai un grand sourire, genre nègre du Mississippi, libéré par la foule après avoir été soupçonné de viol. J'avais agi judicieusement en jouant les oncles Tom. Un récidiviste un peu trop arrogant fut envoyé au mitard pour avoir eu un regard insolent, avec comme motif officiel insubordination visuelle. Oscar et moi, on nous envoya au bloc B, un bâtiment tout noir, où nous devions partager la même cellule et assurer les mêmes corvées. Des 3 blocs, c'était le seul qui ne comportait pas de toilette. Dans les cellules, nous avions des seaux hygiéniques que nous sortions chaque matin pour aller les vider dans un caniveau, où coulait l'eau courante derrière le bâtiment. Les nuits de grande chaleur, il régnait dans le bloc une puanteur infecte. De toute ma vie, je n'ai connu qu'une seule odeur pire que celle-là, celle d'un junkie en manque. La vie était dure, et il fallait sans cesse jouer au plus fin. L'enjeu de la bataille consistait principalement à essayer d'échapper à la vigilance du muet. Il marchait à pas de velours et savait lire dans les pensées des taulards. La chose la plus terrifiante, c'était de le voir surgir devant soi comme jailli de nulle part, quand on avait une tranche de pain piquée en douce, ou n'importe quoi d'autre planqué sous la chemise. Il ne nous avait jamais donné de mode d'emploi pour nous expliquer le jargon que parlait sa canne de plomb. Et si nous ne comprenions pas bien ce qu'elle disait, il nous la battait sur le crâne. Au bout de 6 mois, un jeune noir qui venait de la Grande Tôle et qu'on avait transféré là, m'apporta des nouvelles de partie. Il me faisait savoir que nous étions toujours copains, et qu'il était encore prêt à miser sur moi, même si je ne gagnais aucune course. J'étais content de savoir qu'il m'avait pardonné de m'être dégonflé le soir où il avait eu affaire au ballon. Le muet haïssait tout le monde, et ses sentiments envers Oscar étaient encore plus terrifiants. Peut-être qu'il haïssait Dieu également, et que connaissant la passion d'Oscar pour la religion, il avait concentré toute sa haine sur cette cible vivante. Oscar et moi partageons une cellule à 2 couchettes superposées. J'avais celle du bas. C'était toujours un spectacle glaçant, la nuit, à l'heure où le muet aurait dû être chez lui, de lever les yeux d'un livre et de le voir là, immobile, le regard fixé sur Oscar, qui lisait la Bible dans la couchette du haut. Lorsque j'étais certain que ses yeux verts, d'une froideur phosphorescente, avaient disparu pour le reste de la nuit, je disais à mon compagnon de cellule, « Oscar,
Écoute-moi, vieux, je t'aime bien. Tu veux un conseil d'ami? Je te le dis. Ça rend le muet foudrage de te voir lire la Bible. Il faudrait vraiment que tu arrêtes de mettre ton nez là-dedans, pour ton propre bien. Mais cet imbécile continuait imperturbablement sa lecture. Il n'avait même pas remarqué la présence du muet. Je sais bien que tu es un ami, disait-il, et je te remercie pour tes conseils. Mais il m'est impossible de les suivre. Ne t'en fais pas pour moi. Jésus veillera sur moi. Maman m'écrivait au moins une fois par semaine, et elle venait me voir une fois par mois. À sa dernière visite, en m'efforçant de ne pas trop l'inquiéter, je lui avais laissé entendre que ce serait une bonne idée de passer un coup de fil au directeur de la prison une fois par semaine, pour qu'il sache bien que quelqu'un à l'extérieur tenait à moi, et voulait que je reste en bonne santé. Elle avait l'air d'aller bien, et avait mis suffisamment d'argent de côté pour ouvrir un salon de beauté. Elle me dit que lorsque je serai libéré sur parole, un de ses amis me trouverait sûrement un job. Après ces visites, je restais allongé toute la nuit sans dormir, en repensant à nos tristes vies. Je me souvenais parfaitement de chaque ride, de chaque grain de beauté sur le visage de Henri. Un soir, après une de ces visites, le poste de radio de la prison diffusa à plein volume Springtime in the Rockies. J'essayai de cacher mes larmes à Oscar, mais il m'entendit pleurer. Il me conseilla alors de lire un chapitre de la Bible qu'il avait choisi pour moi, mais avec le muet qui rôdait alentour, je n'allais sûrement pas faire quelque chose d'aussi stupide. Le muet marqua un point sur Jésus en parvenant à coincer Oscar. Nous finissions de nettoyer le carrelage lorsqu'un type qui passait des trucs en fraude dans le bloc m'apporta 2 saucisses de Francfort qu'un copain m'avait envoyées de la cuisine. J'en donnai une à Oscar. Il la cacha dans sa chemise. Je posai mon balai contre le mur, allai me planquer dans une cellule vide et engloutis ma saucisse. Un peu plus tard, après avoir fini de laver par terre, nous allâmes ranger nos balais et nos seaux dans le placard. Et Oscar commença à grignoter sa saucisse en prenant tout son temps, comme s'il dînait tranquillement avec Jésus le soir de la scène. Je vis alors une ombre géante se coller contre le mur à côté de la porte du placard. Je lançai un regard du coin de l'œil, et ce fut comme si le monde avait vacillé sur ses bases. C'était le muet. Quand il vit le reste de la saucisse dans la main d'Oscar, ses yeux verts se mirent à rouler dans leurs orbites. La canne mortelle fendit l'air comme un rasoir, et s'abattit sur la tête d'Oscar en lui tranchant un morceau de cuir chevelu. Le bout de chair sanglante, écarlate, pendait comme une atroce boucle d'oreille, retenue par un simple lambeau de peau visqueuse. Les yeux d'Oscar se révulsèrent, et il s'effondra sur le sol en gémissant. Des jets de sang jaillirent alors en pulsations régulières de profondeur grisâtre de sa plaie. Le muet resta là à contempler le carnage, les yeux étincelants d'excitation. Depuis 8 mois que je le voyais quotidiennement, jamais je ne l'avais vu sourire. À présent, cependant, il souriait comme s'il avait regardé 2 chatons attendrissants jouer par terre. Je me penchai pour aider Oscar, mais je sentis comme des bouffées d'air contre ma joue. C'était la canne qui vociférait. Le muet l'agitait furieusement tout près de ma tête, et la canne me criait va-t'en. J'obéis. Je retournai dans ma cellule et m'allongeai en me demandant si le muet, à la réflexion, n'allait pas essayer de faire coup double. J'entendis les voix des infirmiers qui emportaient Oscar. Je repensai à la force meurtrière du coup que le muet lui avait porté. Je revis son air satisfait. Des taulards m'avaient dit qu'il était originaire d'Alabama. À présent, je savais que ce n'était pas la Bible d'Oscar qui lui avait fait péter les plombs. Le muet savait ce qui s'était passé avec cette Irlandaise infirme. À sa sortie de l'hôpital, Oscar fit 15 jours de mitard. Motif, possession de marchandises de contrebande et agression physique contre un officier de surveillance. J'avais vu la scène, et la seule agression dont Oscar s'était rendu coupable, c'était la résistance naturelle que sa chair et son crâne avaient opposée à la canne d'acier. La commission qui décidait des libérations sur parole se réunissait chaque mois pour examiner les dossiers. Chaque prisonnier, lorsqu'il avait purgé plusieurs mois de sa peine minimum, commençait à rêver de son retour dans la rue, en espérant une décision de mise en liberté anticipée. Oscar était au trou, et sa présence me manquait. C'était un cave, bien sûr, mais sympathique, et il avait beaucoup d'esprit, dans le genre pince sans rire. Plusieurs prisonniers, légèrement plus âgés que moi, arrivèrent bientôt en provenance de la grande tôle d'où ils avaient été transférés. Ils s'étaient présentés comme des macs. Les jours de mauvais temps, quand il n'y avait pas de promenade, j'allais les rejoindre autour d'une table dans la salle commune. Je ne disais pas grand-chose. Généralement, je me contentais d'écouter. J'étais fasciné par toutes les histoires qu'ils racontaient, en se présentant toujours comme des macs hors pair. Ils étaient intarissables, et j'essayais de retenir un maximum de choses pour pouvoir m'en servir quand je sortirais. J'étais très excité lorsque je revenais dans ma cellule. J'imaginais que j'avais une pute devant moi, et que je lui en faisais baver en jouant les super macs. À l'époque,
Je ne savais pas qu'avec ce genre de cinéma, je n'aurais jamais réussi à tirer un quarter d'une tapineuse. À sa sortie du mitard, Oscar fut placé dans une cellule d'isolement au dernier étage du bloc. Je ne l'avais pas vu revenir. Je n'étais donc pas préparé à voir ce qui m'attendait en montant là-haut. Quand j'arrivai devant la cellule sur laquelle était affiché son matricule, un type squelettique en train de pisser dans un seau me tournait le dos. Il était secoué d'un fou rire. Je vérifiai le matricule. C'était bien celui d'Oscar. Je fis teinter la clé du placard à balai contre les barreaux de la porte. Le squelette fit un bond et se retourna pour me faire face. Il avait le regard vide et fou. C'était Oscar. Je n'en fus certain qu'en voyant la cicatrice blanchâtre sur le côté de sa tête. Il ne semblait pas me reconnaître. « Comment ça va, vieux ?» dis-je. Je savais qu'il n'arriverait pas à t'avoir. Il resta là, immobile, la bite pendant à travers sa braguette ouverte. « Fais gaffe, lançai-je. Ton brillant avenir va prendre froid si tu le laisses comme ça en plein courant d'air. » Il ne fit pas attention à ce que je disais, puis, soudain, une sorte de bourdonnement suraigu, angoissant, semblable à une lamentation, s'éleva tout au fond de sa gorge. On aurait dit le brame d'amour d'un loup-garou. Je commençai à m'inquiéter sérieusement à son sujet. Je restai là, debout devant la porte, cherchant quelque chose à dire qu'il pourrait comprendre. Il y avait à peu près 2 heures qu'il était sorti du mitard. Un quelconque circuit avait dû se déconnecter dans sa tête. Il fallait essayer de rétablir le contact. Mais, lorsqu'il me relança un regard de côté en se réfugiant au fond de sa cellule, je compris qu'il était perdu, détruit de l'intérieur. Il prit son seau et y plongea la main. Il en ramena une poignée de merde qu'il étala dans la paume de sa main gauche. Utilisant sa main comme une sorte de palette, il trempa dans la merde l'index de sa main droite et, du bout du doigt, il se mit à dessiner quelque chose sur le mur. En état de choc, je le regardai sans bouger. Au bout d'un moment, il claqua des doigts pour attirer mon attention, m'adressa un salut, puis se frappa fièrement la poitrine, en me montrant de son index plein de merde l'œuvre d'art qu'il avait dessinée sur le mur. Son visage affichait une expression d'imbécilité triomphante, comme s'il venait de peindre le plafond de la chapelle Sixtine. Je décidai de laisser tomber. Je redescendis au rez-de-chaussée et prévins le maton de service. Le lendemain, ils envoyèrent Oscar chez les dingues, où il est possible qu'il se trouve encore 30 ans plus tard. Au bout du 8e mois, les choses se précipitèrent. J'étais passé devant la commission de libération sur parole, et j'attendais mon papier rose. Un papier blanc signifiait un refus et une nouvelle date de comparution devant la commission. Un jour, je vis le préposé au courrier me tendre une petite enveloppe de papier kraft à travers les barreaux de ma cellule. Je me précipitai pour la lui arracher des mains. Mes doigts tremblaient tellement qu'il me fallut plusieurs dizaines de secondes pour arriver à l'ouvrir. Le papier était rose. Je me mis à taper des poings contre la paroi métallique de ma cellule. J'étais tellement heureux que je ne sentais pas la douleur. En guise de vêtements, ils me donnèrent un minable costume à carreaux, mais ça m'était égal. Même couvert de goudron et de plumes, j'aurais été ravi d'échapper à ce repère de tyran. Avant de sortir, j'eus droit à une nouvelle entrevue avec le taureau. « Alors, Blanche-Neige, me lança-t-il en me voyant entrer dans son bureau, tu as dû emporter ta patte de lapin pour avoir autant de chance. À bientôt, on se reverra sans doute dans une quinzaine de jours. » Je n'étais pas encore sorti, j'estimais donc plus prudent de lui adresser pour mon départ le même sourire d'oncle Tom qu'à mon arrivée. Lorsque je sortis de la tôle, l'air frais me fit l'effet d'une rafale d'oxygène en pleine figure. Je me sentais tout étourdi. Avant de partir, je me retournai pour jeter un dernier coup d'œil à la prison. À la fenêtre de la chapelle, j'aperçus le muet, qui me fixait du regard. Mais cette fois, sa canne n'avait plus rien à me dire.